Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre sur le live 10 sur 10 de Bibliothèques sans frontières. Cela fait 2 mois que vous nous suivez. Merci à toutes et à tous de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. Aujourd'hui, nous vous proposons un live un peu exceptionnel et j'ai la chance de recevoir Augustin Trapenard, journaliste et critique culturel que je ne vous présente plus et qui nous fait l'honneur d'être le parrain de Bibliothèques sans frontières. Bonjour Augustin. Salut Mouicheng, merci. Bravo pour tes live 10 sur 10 que je suis assidûment. C'est une joie et une fierté d'être le parrain des Bibliothèques sans frontières et de voir ça sous nos yeux pendant cette période si particulière. Merci infiniment, Augustin. On reviendra sur ton regard, le regard que tu portes sur Bibliothèques sans frontières et sur nos actions durant ce live. Et nous recevons également Yaël Aferia, qui est la directrice de l'Association française des fundraisers. Merci beaucoup, Yaël, d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être parmi vous et honorée d'occuper ce live avec Augustin, parrain de BSF. Merci infiniment, Yaël. Comme je vous le disais, aujourd'hui, c'est un live un peu spécial que nous vous proposons à l'occasion de la journée de la solidarité internationale qui porte le hashtag Giving Tuesday Now, qui était prévu initialement en décembre et qui, en réalité, Yaël nous racontera, a été approché en ce mois de mai durant cette période de crise. Nous organisons une journée exceptionnelle sur Facebook où nous vous proposons de mieux découvrir les actions de Bibliothèques sans frontières sur le terrain à travers des interventions de nos représentants et de nos équipes terrain. Ce matin, nous allons parler des actions de Bibliothèques sans frontières en France et à l'international durant cette période de crise, mais aussi au quotidien, avec le témoignage de Yaël, qui nous connaît de longue date, et le témoignage de notre parrain, Augustin Trapenard. Vous savez, à Bibliothèques sans frontières, nous sommes convaincus que l'accès à la connaissance est essentiel pour lutter contre les inégalités sociales. Les inégalités scolaires, bien sûr, mais aussi les inégalités d'accès à l'emploi et les inégalités de santé. Je pense qu'on s'en est tous rendus compte de façon très forte durant cette crise du Covid-19. L'accès à l'information peut sauver des vies et c'est un combat qu'on essaye de défendre notre communauté qui, depuis ce matin, a déjà fait des dons pour Bibliothèques sans frontières. Et donc, pour vous remercier d'une façon un petit peu fun, un petit peu ludique, on a mis en place aujourd'hui un tirage au sort exceptionnel où, en réalité, en faisant un don à BSF, vous participez également à un tirage au sort qui vous permet de gagner des lots qui, bien sûr, sont tout à fait alignés avec nos valeurs. Vous pourrez soit gagner un dessin de Pénélope Bagieux, une lecture privée de Romane Boringer, une autre lecture privée, cette fois-ci de Clara Luciani, le dernier livre de Tatiana de Rosnay dédicacé, ou un livre de la bibliothèque de notre parrain, Augustin Trapenard, la bibliothèque que vous pouvez apercevoir derrière. Merci Augustin de ta mobilisation. C'est moi. C'est moi qui vous remercie. J'espère que ça donnera l'occasion, effectivement, dans le cadre de ce Giving Tuesday, de donner. Parce qu'on y reviendra ensemble. Mais les associations, les ONG ont besoin en ce moment de dons. Quelle que soit la valeur qu'on accorde aux dons. Que ce soit un don de livres, que ce soit un don de compétences, ou que ce soit un don, et c'est très important, d'argent. Parce que ces associations reposent sur des métiers qu'il faut absolument défendre. Un projet, ça se fait pas n'importe comment. Ça a besoin de financement. Et on est là, justement, pour apporter ça et pour aider à ça. Je suis hyper heureux. Je vais offrir mon édition des poèmes d'Émilie Brontë. Alors, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Hein. Donc, c'est vraiment un vrai cadeau, là, je peux vous dire. Merci beaucoup, Augustin. Je vous propose, sans plus tarder, nous rentrions dans le vif du sujet avec Yaël et Augustin. Yaël Aferia, qui est la directrice de l'Association française des fundraisers, et Augustin Trapenard, qui est notre parrain à Bibliothèques sans frontières depuis maintenant 2 ans. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, n'hésitez surtout pas à poster vos commentaires, vos questions dans le chat. Nous avons le temps à la fin de ce live pour y répondre avec nos 2 invités. Pour commencer, Yaël, peut-être, est-ce que vous voudriez bien nous présenter l'Association française des fundraisers et comment est née cette journée de solidarité, ce Giving Tuesday Now? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Avec plaisir. Alors, l'AFF, Association française des fundraisers, c'est un réseau de professionnels. Comme le disait Augustin, en fait, le don et les assos, c'est aussi des univers professionnels avec des gens qui ont une expertise métier. Et organiser le don, finalement ce passage de la générosité d'un point à un autre, ben derrière tout ça, il y a des professionnels
Et nous, à l'AFF, on les fédère. On fait en sorte qu'ils puissent monter en compétences, échanger entre eux. Alors, c'est un endroit où finalement les gens échangent beaucoup de leurs petits secrets, de leur savoir-faire, de leurs pratiques. Et par exemple, Barnabé, qui est chez vous responsable de tout ça, et c'est un passeur de générosité qui s'est formé à l'AFF et qui est très présent, qui accompagne l'AFF, qui est toujours partant pour faire des choses. Et puis là, il a embarqué sur Giving Tuesday avec toute l'équipe et avec une créativité qu'on vient de voir aussi sur ce que vous montez là dans le cadre de Giving Tuesday, qui est formidable pour embarquer votre communauté. Yael, moi j'ai une question. Oui. Quel est l'état du don en ce moment? Comment ça se passe? On est dans une période extrêmement particulière. Comment ça se passe concrètement? On donne moins? Alors, c'est assez difficile de lire finalement l'état du don aujourd'hui parce qu'il y a une somme d'initiatives vraiment éparses, des initiatives de proximité, des cagnottes dans tous les sens. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que sur les acteurs traditionnels de la générosité, donc les grandes associations, elles anticipent sur 2020 un décrochage à hauteur de 20%, moins 20% de dons, ce qui est catastrophique. Ce qui ne veut pas dire que c'est valable pour tous. Il y aura une grosse inégalité entre ceux qui ont un lien direct avec la crise Covid, tout ce qui est recherche, tout ce qui est santé, où finalement là, il y a une mobilisation sans précédent, même pour des acteurs qui n'avaient pas forcément mobilisé un grand arsenal d'outils de collecte, comme par exemple la PHP qui s'est retrouvée propulsée autour de campagnes digitales avec des campagnes People. Je crois que c'est ce soir, il y a le concert de Saint-Clair à la Défense. Enfin, il y a des initiatives de toutes parts pour ces secteurs-là. Maintenant, le vrai sujet, c'est tous les autres. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de lieux de la société qui ne vont pas être impactés. Donc, même si on n'a pas de lien direct, on va être impacté. Toutes les assos, toutes les structures et à titre individuel également. Donc, forcément, là, c'est difficile de lire l'avenir sur ce sujet. Il en va de l'identité, Mui Cheng, de la résistance, de la présence aussi d'associations comme Bibliothèques sans frontières, par exemple. Exactement. Je pense que la résilience des associations est particulièrement testée durant cette période et pour le coup, on voit aussi toute la richesse de ce tissu associatif, de ces mouvements citoyens qui s'organisent et qui ont vraiment un impact social fort. Ouais. Dis-moi, Augustin, pardon, je t'en prie. Non, je dirais résilience et agilité, parce que vraiment, ils ont su répondre de manière ad hoc, sans être forcément reconnus dans leur rapport sociétal par l'État tout de suite, parce qu'il faut voir que toutes les mesures qui ont été mises en place pour aider les entreprises, il a fallu se battre pour qu'elles soient aussi applicables aux associations. Donc, c'est important de le dire, les associations, elles ont su répondre dans l'urgence. Et vous allez en parler avec les programmes que vous allez présenter de BSF pour des publics vulnérables. Absolument. Nous, ça nous paraissait primordial de pouvoir adapter nos actions pour continuer à agir auprès des publics avec lesquels on travaille, parce que la situation est encore plus critique pour ces publics qui sont déjà fragiles en temps normal. Augustin, justement, toi, tu nous fais l'honneur d'être le parrain et le porte-parole de Bibliothèques sans frontières depuis maintenant 2 ans. Tu as vu et rencontré nos programmes, nos équipes au Burundi, en Colombie, au Bangladesh, en France, et j'en oublie. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous présenter BSF peut-être, une Bibliothèque sans frontières, et nous expliquer la raison pour laquelle tu as décidé de t'engager à nos côtés? Oui, bien sûr. Bibliothèques sans frontières est une association que je connaissais un peu par le biais de son outil le plus connu, qui est l'IDEAS Box, qui est cette bibliothèque innovante, mobile, qui est très graphique, 4 boîtes dans lesquelles on trouve des livres physiques, dans lesquelles on trouve un routeur Internet, dans lesquelles on trouve des livres numériques, mais aussi des caméras, des radios, des tablettes. Et je connaissais cet objet, je savais qu'il était partout dans le monde entier. Et j'ai trouvé absolument formidable que le contenu de chacune de ces bibliothèques soit unique et soit adapté à une situation d'urgence et à une population en particulier. Ça peut être un camp de réfugiés au Bangladesh, comme tu l'as dit, le méga camp de Kutupalong de réfugiés Rohingyas où je me suis rendu l'été dernier. Ça peut être aussi une bibliothèque de la paix
en Colombie, quand le gouvernement de Juan Manuel de Santos a choisi de mettre en place une vingtaine de bibliothèques plutôt que des écoles, par exemple, qu'on appelle aujourd'hui donc des bibliothèques de la paix, et où les gens se retrouvent. Ça peut être aussi un programme magnifique qu'on a à Aulnoy-Emery contre les situations d'illettrisme, un programme magnifique à Marseille de rapprochement entre les anciens et les jeunes des quartiers nord. Et autant de richesse, de créativité, ça ne pouvait que m'intéresser. Alors, je me suis un peu plus renseigné sur Bibliothèques sans frontières, qui est très simple comme association. C'est une association qui a 13 ans et c'est une association qui favorise l'éducation, la culture et l'information dans des endroits où on n'y a pas accès, auprès des populations les plus vulnérables. Et je trouvais extrêmement important, parce que ça retrouve tous mes engagements, de montrer, de voir en fait sur le terrain que la culture pouvait effectivement sauver le monde. Parce que c'est exactement ce qui se joue. Que ce soit dans un centre d'accueil de réfugiés à Palerme, où j'ai pu me rendre, que ce soit à Baltimore, où on a un programme absolument magnifique, où on a mis, avec Bibliothèques sans frontières, des bibliothèques dans les lavomatiques, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un lieu où les populations les plus précaires se retrouvaient entre elles et pouvaient justement apprendre, accéder à la connaissance. Cette richesse de programme me paraissait absolument centrale et je trouvais très fort de l'accompagner. Et je suis hyper fier depuis 2 ans d'accompagner cette association. Merci infiniment, merci infiniment Augustin de justement nous accompagner, nous soutenir, de donner cette visibilité, cette coloration à nos actions. Yael, vous en parliez tout à l'heure, mais en quoi aujourd'hui plus que jamais vous semble-t-il important de soutenir les associations et pourquoi s'engager via le don pour une association? En quoi est-ce si primordial? Alors, j'ai pas répondu sur Giving Tuesday Now, donc je vais juste et je vais en profiter pour dire un des hashtags de la mobilisation Giving Tuesday Now aujourd'hui, c'est hashtag vous êtes formidable. Et je vais le dire à Augustin parce que c'est vrai que des parrains qui s'engagent comme ça et qui mouillent leur chemise et qui parlent de dons, parce que c'est encore malgré tout un peu tabou et un peu difficile d'aller solliciter, de parler de dons en France. De moins en moins, mais ça l'est encore. Donc, un des hashtags de Giving Tuesday, c'est donc vous êtes formidable pour remercier, parce que un truc formidable aussi du don, c'est que c'est fluide, ça circule, et que quand on donne, on a envie aussi d'être remercié et que ça nous donne envie de redonner, etc. Donc, c'est une forme de lien social. Et donc, cette journée Giving Tuesday Now, comme tu le disais, Chen, on l'a anticipé par rapport à la date traditionnelle qui sera maintenue, qui est le 1er décembre. Mais donc, c'est une édition exceptionnelle. Présente, là, il y a 80 pays qui se mobilisent pour montrer la solidarité à l'échelle internationale, donner à voir ce que l'humanité peut faire ensemble et vraiment faire humanité à l'échelle globale. Donc, ce qui symbolise cette solidarité, c'est une map monde où chacun peut aller épingler des actions généreuses. Donc, on est super content parce que là, la France, la carte de France est celle où il y a le plus d'histoires qui ont été postées en Europe. Donc, on compte sur vous pour aller poster des histoires. Avec BSF, on en aura plein là à travers les projets que vous allez raconter et puis la mobilisation d'aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait déjà des choses qui avaient été postées par BSF sur la map monde. Donc, célébrer, remercier et inciter à donner. Oui. Parce que c'est hyper important de se mobiliser aujourd'hui plus que jamais. On l'a dit, un décrochage de 20% des dons, des besoins. Là, on n'est qu'au début de la crise. Les besoins vont être colossaux. Là, aujourd'hui, il y a une mobilisation sur France Inter sur le secteur, un secteur qui va être sinistré. C'est le secteur de la culture. Il y a beaucoup d'établissements qui ont juste arrêté. Il y en a qui ont trouvé des voies de passage et il y a des choses superbes qui se mettent en place comme des consultations poétiques par des comédiens par téléphone ou des choses, des choses jolies, mais ça ne suffira pas pour sauver des pans entiers de secteurs qui sont hors du marché. Et le don, c'est aussi ça. C'est le fait de pouvoir soutenir des choses qui sont hors du marché, qui permettent une créativité et un engagement citoyen. Donc, Giving Tuesday, c'est ça, c'est mobiliser tous les engagements citoyens, le don de temps, le don d'argent
et le don de voix, d'expression, s'exprimer pour finalement faire un plaidoyer sur les sujets qui nous sont chers. Merci beaucoup, Yael. Augustin, tu es, je pense, un magnifique emblème d'une personne, d'un donateur, de quelqu'un qui nous donne du temps, qui nous donne de la voix. Est-ce que tu peux nous, justement, nous donner les autres formes de soutien qu'on peut apporter à Bibliothèques sans frontières en cette période de crise, mais également tout au long de l'année? Oui, bien sûr. Et je voudrais rebondir sur ce que disait Yael. C'est vrai que le mot don, c'est un mot qui fait peur parce qu'on l'associe immédiatement à l'argent. Et c'est vrai que on a toujours tendance à penser qu'il s'agit de sommes extraordinaires. Le don, pour moi, c'est une forme de partage. Tout le monde peut donner. On peut donner effectivement de l'argent, mais c'est pas forcément 100, 150 euros. Ça peut être 5 euros, ça peut être 10 euros, ça peut être une fois de temps en temps. Mais c'est aussi un acte de partage et un acte de générosité qu'on peut toujours donner. Mais il n'y a pas que l'argent. On peut aussi donner de ses compétences. Et c'est extrêmement important de se rendre, par exemple, si vous êtes intéressé par l'association, sur le site de Bibliothèques sans frontières, pour remplir en fait simplement une feuille, s'inscrire à la newsletter. Ça, c'est aussi une forme de don de soi et donner ses compétences et possiblement aider. Si vous êtes traducteur, si vous êtes, je ne sais pas moi, si vous avez des compétences en droit, si vous avez, vous pouvez nous aider toujours. Et puis donner, c'est aussi donner des livres, tout simplement. Donner des livres qu'on a déjà lus, on a envie de partager. On a tout un système de dons, en fait, avec Bibliothèques sans frontières, de dons qui vont dans un grand entrepôt qu'on a à Épône, en région parisienne, et qui après sont redistribués dans nos bibliothèques ou vendus pour donner de l'argent à Bibliothèques sans frontières, d'où vous contribuez en fait, en faisant ces dons de livres sans cesse. C'est pas grand-chose, mais c'est un acte extrêmement important. Moi, ce que je peux vous dire, et je suis pas là pour donner des leçons, c'est que je peux garantir que tous ces dons œuvreront à une association dont l'action est d'une énergie, d'une créativité et d'un impact absolument monumental. Et ça, moi, je peux en témoigner parce que je l'ai vu. De la Colombie jusqu'au Bangladesh, en passant par la France, les États-Unis, c'est le cas à Saint-Martin, c'est le cas en Australie, c'est le cas dans le monde entier, dans plus de 100 pays. Qu'est-ce que c'est Bibliothèques sans frontières? Bibliothèques sans frontières, c'est 35 000 contenus dans 25 langues. C'est pas le français qui vient s'imposer dans des projets tout autour du monde. On travaille avec des populations locales, avec des acteurs locaux, avec des libraires, avec des éditeurs. On est présent à chaque fois auprès de cette bibliothèque qui à chaque fois est accompagnée par des gens locaux. Et l'idée de Bibliothèques sans frontières, c'est de se séparer de ces projets au bout d'un moment. C'est de les laisser exister, de les laisser vivre avec les populations locales, qu'elles leur appartiennent. C'est le cas par exemple de la Colombie, où Bibliothèques sans frontières n'intervient pratiquement plus, mais les bibliothèques sont toujours là, prises en charge par la Colombie, prises en charge par des gens locaux, des villages qui s'en occupent et qui la font vivre et qui l'ont transformée en bibliothèque physique. Ces bibliothèques, je le rappelle, qu'on appelle les bibliothèques de la paix, c'est pas pour rien. Merci énormément, Augustin. Ce que tu dis est extrêmement important à Bibliothèques sans frontières, cette volonté de renforcer des écosystèmes locaux et de ne pas venir les remplacer justement, mais de travailler en collaboration avec eux. En réalité, quand vous nous faites du don de livres, c'est cette dynamique-là qu'on a voulu repenser. Quand l'organisation a été créée, l'idée était de ne pas donner tous les livres dont on ne veut pas dans les pays du Nord aux pays du Sud en se disant « ils n'ont rien, ce sera mieux que rien ». Au contraire, l'idée était de se dire « créons un catalogue dans lequel nos partenaires sur le terrain puissent aller choisir les ouvrages qui sont les plus pertinents pour eux. » Sachant, Bouycheng, que chaque bibliothèque est en plus évolutive. Je me souviens par exemple à Palerme, où je me suis rendu dans un centre d'accueil de réfugiés, où la bibliothèque qui avait été conçue avait énormément de livres dans la langue et dans la culture des populations bénéficiaires, c'est-à-dire des populations d'Afrique. Mais en fait, ces jeunes migrants, quand ils sont arrivés après une épopée en Italie, ce qu'ils voulaient lire, c'était de l'italien, parce qu'ils voulaient s'intégrer, parce qu'ils voulaient rentrer en fait dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau monde qui leur avait été donné. Alors, la bibliothèque de Bibliothèques sans frontières a été évolutive et a changé, et elle s'est remplie de livres en italien, et on a pu, grâce à vos dons, grâce à cette présence, on a pu refaire surgir une bibliothèque de qualité. Absolument. Ça, c'est essentiel pour nous. C'est pour ça qu'on a choisi la bibliothèque. Pour nous, c'est un lieu qui appartient à la communauté. C'est surtout un lieu collectif où on vient s'enrichir personnellement, mais où on crée aussi de l'intelligence en groupe, en collectif. Et c'est aussi un lieu où on pense la société finalement. Donc, c'est extrêmement important pour nous que la bibliothèque reflète exactement les envies, les besoins, les centres d'intérêt des communautés. Et très souvent,
cette communauté, ses envies évoluent à mesure qu'elle fréquente la bibliothèque. Vous savez, par exemple, au Bangladesh, où Augustin a visité nos bibliothèques, au début, quand nous avons rencontré les réfugiés Rohingyas qui fuyaient la Birmanie et qui sont arrivés au Bangladesh, ils nous disaient « on ne sait pas ce qu'on veut dans une bibliothèque parce qu'on n'en a jamais vu ». Donc, on imagine ce que ça peut être, mais on ne sait pas exactement ce qu'on veut voir dedans. Et au bout de 2 mois, c'est passé cette chose magique qui est que nos usagers sont devenus extrêmement critiques. Ils nous ont dit en fait, c'est pas ce livre que je veux, c'est pas ces vidéos que je veux regarder. Ce serait plutôt ça. On aimerait davantage de contenu pour apprendre à lire et à écrire l'anglais. On aimerait davantage de contenu pour simplement réparer des machines qu'on a sur le terrain. Donc c'est cette richesse-là, cet esprit critique qu'on essaye de faire émerger à travers les bibliothèques. Augustin, dis-moi, tu as échangé ces derniers jours avec 2 de nos représentants terrain, Adam Eckelmann, qui est le directeur de Bibliothèques sans frontières aux États-Unis, Benjamin Gosset, qui est notre chef de mission au Burundi. Ils t'ont raconté nos actions, ils t'ont raconté aussi ce qu'on essayait de faire en cette période de crise. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, comment on a essayé d'adapter nos actions pour servir les populations les plus vulnérables? Alors, ce sont évidemment des lieux où je me suis rendu, donc c'est toujours intéressant d'avoir un suivi pour voir comment, dans des situations exceptionnelles, l'association agit. Et effectivement, mais là, je vais me tourner plus vers toi, Mui Cheng. Bibliothèques sans frontières est extrêmement présente pendant cette crise, pendant ce moment absolument radical, très complexe, auprès des populations vulnérables. Pour ce qui est des États-Unis, Adam Eckelmann, qui est le directeur de Libraries Without Borders, notre antenne aux États-Unis, a bien insisté sur le fait que notre programme, par exemple, des lavomatiques dont je parlais tout à l'heure, est toujours présent sur les parkings des lavomatiques à Baltimore. On a continué en suivant les mesures de sécurité, les mesures de distanciation, à proposer des livres et également cette bibliothèque numérique. Au Burundi, le pays n'est pas confiné, les programmes continuent et ce sont aussi des programmes qui permettent d'apprendre les gestes barrières et d'essayer de faire en sorte que le virus ne se propage pas le plus possible. Ce sont des conditions extrêmement compliquées parce que le programme qu'on a au Burundi est un programme avec les enfants des rues, notamment. Qui a un nombre incalculable de bénéficiaires et c'est très difficile de faire entendre ces mesures barrières. Et c'est quelque chose où on est présent tout le temps. Et je crois, Mui Cheng, que tu peux nous apporter des informations sur ce qu'on fait en France également. Oui, en France, comme vous le savez, on essaye de proposer des idées d'activités, des idées des idées de ressources pour que les enfants continuent d'apprendre, de créer, de rêver, d'explorer, y compris en ce temps de confinement. Et il nous tenait très très à cœur de pouvoir faire bénéficier les enfants réfugiés avec lesquels on travaille d'habitude de ces opportunités d'apprentissage. Vous savez, il y a des enfants en France qui vivent avec leur famille dans des hôtels sociaux. Ce sont souvent des hôtels Formule 1 qui ont été transformés en hébergement d'urgence, c'est-à-dire des chambres souvent entre 9 et 12 mètres carrés où vivent tous les membres d'une même famille. Donc dans des conditions de confinement qui sont extrêmement difficiles, avec très peu de connexion, donc des enfants qui malheureusement ont perdu le lien avec leur enseignant dans un moment d'apprentissage qui est pourtant essentiel pour eux, puisqu'ils viennent d'arriver en France, ils acquièrent la langue française, ils retrouvent le chemin de l'école après des années parfois de migration, de traumatisme. Et donc, ce qu'on a mis en place, grâce à notre communauté d'ailleurs, c'est un programme de tutorat à distance pour les enfants réfugiés qui démarre cette semaine. Grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles de notre réseau, nous allons pouvoir offrir près de 4h30 de tutorat à 500 enfants en France jusque la fin du mois de juin. Parce qu'il nous semblait essentiel non seulement qu'ils puissent continuer d'apprendre, mais surtout qu'ils gardent un lien avec quelqu'un qui leur permette de découvrir d'autres horizons, de continuer à rêver, de continuer à être des enfants finalement. Et au total, durant ces 2 mois, ça va être plus de 25 000 heures de tutorat que les bénévoles vont offrir à ces enfants. Là, je me tourne vers Yael. On parle de populations vulnérables en ce moment en particulier. Quelles sont-elles, ces populations vulnérables? Vous qui avez un prisme absolument monumental, Yael, lors de ce Giving Tuesday. Alors, c'est un peu comme ce que je disais précédemment, tout est un peu évolutif aujourd'hui. Il y a les populations vulnérables qu'on connaissait déjà, donc les personnes sans logement, les migrants, mais aujourd'hui, des personnes âgées isolées, mais aujourd'hui, on voit aussi émerger une nouvelle pauvreté qui n'est pas si loin de nous, qui est même toute proche, qui est beaucoup en périphérie urbaine, mais
mais certainement parmi nos voisins, il y a des gens qui sont dans des situations peut-être critiques. Donc, évidemment, cette générosité de proximité, elle est aussi très importante aujourd'hui, cette attention à l'autre. Et voilà, il y aura beaucoup de décrochages. On parlait de décrochage scolaire, mais il y aura des décrochages sociaux en masse. On le voit là, hein, il n'y a pas une journée où on ne voit pas un reportage sur des assos qui se mobilisent pour faire des épiceries solidaires ad hoc avec des nombres de bénéficiaires croissants. Donc voilà, évidemment, la notion de public vulnérable va évoluer aussi. On a une attention particulière aux enfants, aux populations, enfin voilà, aux personnes âgées. Il y a des associations qui se sont mobilisées de manière très importante pour trouver des dispositifs de bénévolat pour permettre aux personnes âgées de ne pas être dans la solitude totale. Donc, bon, on va observer tout ça de manière attentive, mais c'est sûr que ceux qui étaient déjà vulnérables, comme les migrants, ce que vous faites dans les hôtels sociaux est formidable. Je suis également engagée dans une association qui s'appelle Parcours d'Exil, qui est un centre de soins pour migrants et qui est resté ouvert pendant le confinement. Et la situation psychologique de personnes qui étaient déjà vulnérables et qui avaient vécu des parcours difficiles, qui se retrouvent dans une situation d'enfermement, de privation de liberté, bah oui, ils décrochent, ils retombent dans la dépression. Voilà, donc la vulnérabilité, disons que ça se rapproche de chacun de nous et le don, ça sera aussi une façon d'exprimer une attention à l'autre. Je pense que c'est important. Dans les écoles, par exemple, il y a des cagnottes qui ont été faites dans les quartiers. Même moi, j'habite Montmartre. Il y a une école, l'école que fréquente mon fils. Il y a des hôtels sociaux et on sait qu'il y a des familles qui ont décroché. Et donc, il y a une cagnotte de parents qui s'est organisée. Chacun peut mettre quelque chose avec son attention et sa vision de ce qu'est la vulnérabilité. Une façon de donner, c'est aussi, et je le dis, de partager ces actions, tout simplement, de s'inscrire sur les newsletters, sur le site de Bibliothèques sans frontières, de suivre tout simplement sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, les actions de Bibliothèques sans frontières, de partager quand on poste, par exemple, moi j'essaye de poster sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter des témoignages en fait de nos programmes. Rien que le fait de partager, d'appuyer sur ce petit bouton qui s'appelle retweet ou partager, c'est très fort parce que ça fait connaître. Et c'est une forme de don, tout simplement. Encore une fois, à aucun moment il s'agit ici de culpabiliser ou de dire aux gens qui sont dans des positions tous plus complexes les unes que les autres, vous devez donner. Ça n'est pas une injonction. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est assez simple. C'est quelquefois un seul geste et ça permet énormément. Je voudrais quand même dire, Mouichek, parce que c'est important, les modalités de don de Bibliothèques sans frontières. Donc, alors, je le rappelle, il y a le don d'argent. Il suffit d'aller sur le site de Bibliothèques sans frontières. Vous pouvez faire un don. Ça peut être 1 euro, 2 euros, 5 euros, 1 000 euros. Vous pouvez faire tous les dons que vous voulez. Il y a les dons de compétences. Les dons de compétences, vous allez sur le site de Bibliothèques sans frontières aussi, vous aurez compris que c'est vraiment là où il faut se rendre et vous pourrez dire vos compétences. Si vous êtes graphiste, si vous êtes juriste, si vous êtes traducteur, si vous pouvez nous aider à la sélection de contenu, vous êtes là, vous pouvez nous aider. Ça aussi, c'est un don de soi. Et puis, il y a les dons de livres. Alors, les dons de livres, on a des points de collecte partout en Île-de-France. On en a également dans les librairies. Donc là, elles sont fermées, mais elles vont rouvrir. Et puis, il faut le dire, une fois par an avec la FNAC, Mouicheng, je vais te demander des précisions. On a une collecte dans toute la France. Donc, mettez bien vos livres de côté et donnez-les à Bibliothèques sans frontières. Pour nous, ça fait une vraie différence. Une vraie différence. Absolument. Merci beaucoup, Augustin, pour ces explications. Je peux poser une question sur les modalités de don. On ne parle pas des entreprises. J'imagine que parmi les gens qui nous regardent, il y en a qui sont entrepreneurs ou qui sont salariés d'entreprise. Vous pouvez aussi inciter votre entreprise à donner. Et puis, il y a ce qu'on appelle le matching gift, c'est-à-dire l'entreprise donne et elle peut appeler ses salariés à donner autant. Elle abonde
Voilà, et ça permet de donner des sommes plus importantes tous ensemble. Exactement, les modalités sont multiples avec les entreprises. Ça prend la forme de mécénat. Alors ça peut être des choses comme l'arrondi sur salaire, par exemple, que certaines entreprises ont mis en place, où on donne quelques euros tous les mois via son salaire à une association qu'on a choisie en tant que salarié, et l'entreprise peut abonder effectivement. Il y a le mécénat de compétences aussi, où on donne finalement du temps en tant que salarié à une association. Alors à Bibliothèques sans frontières, on a des modalités particulières pour accueillir les salariés des entreprises. Augustin vous parlait de notre entrepôt, qui est cette base logistique à Épône, où pour les amateurs de livres, c'est un endroit magique. Il y a des rayonnages avec des millions de livres partout, extrêmement riches. Et en une fait, équipe formidable qui s'en occupe, qu'on salue. Exactement, une équipe formidable qui continue de faire vivre notre base logistique en cette période de confinement, et qu'on salue chaleureusement. Et on a besoin de votre aide pour trier ces milliers de livres qui nous arrivent. Il y a aussi la possibilité de faire du mécénat de compétences de fin ou de milieu de carrière, par exemple. On en accueille certains à Bibliothèques sans frontières qui sont des salariés, qui ont à un moment donné envie de donner du temps à une association qui leur parle, et qui viennent passer entre 6 mois et 3 ans au sein de Bibliothèques sans frontières, et qui nous apportent leurs compétences, leur seniorité, leur expertise. Donc tout ça sont des façons de nous aider, et on tient déjà à remercier tous les donateurs qui nous soutiennent au quotidien et qui ont déjà fait des dons aujourd'hui pour Bibliothèques sans frontières. J'en profite pour rappeler notre action exceptionnelle en ce Giving Tuesday Now. Nous organisons un tirage au sort pour toutes les personnes qui nous ont fait un don. Aujourd'hui à Bibliothèques sans frontières, vous pourrez gagner des lots exceptionnels. On annoncera les grands vainqueurs demain matin. Parmi les lots, un dessin de Pénélope Bagieux, des lectures privées de Romane Bourringer ou de Clara Luciani, le dernier livre de Tatiana de René dédicacé, et un livre de la bibliothèque de Christin Strappner. À noter que moi, je vais donner sans doute une somme d'argent à Bibliothèques sans frontières pour avoir la chance de le récupérer, parce que je suis absolument furieux. C'est aussi le problème du don. C'est les poèmes d'Émilie Brontë. Et c'est mon édition, et je peux vous dire un truc, c'est que c'est un livre qui est très important pour moi. Peut-être que j'essaierai de négocier aussi avec la personne qui le gagnera, en lui disant je te donne d'autres livres et je garde celui-là, enfin on verra. Donc un moment de négociation intense avec Augustin pour la personne qui tire au sort ce lot. Je peux tout et Augustin, une chose est sûre, c'est que donner fait du bien. Donc oui. Tu vas te sentir bien quand tu auras donné ce livre. Tout à fait. Merci infiniment à tous les deux pour vos témoignages. On a quelques questions dans les commentaires du live, si vous voulez bien que je vous les relaie. Une question de quelqu'un qui nous est cher à Bibliothèques sans frontières, Louis Villers. Louis Villers, dont on n'a pas parlé encore aujourd'hui, mais qui fait partie de ceux qui nous aident à donner de la visibilité à nos actions, puisqu'aux côtés d'Augustin, Louis a tourné des vidéos de nos programmes sur les terrains. Donc merci infiniment, Louis, de ta mobilisation. Et je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur le site de Bibliothèques sans frontières, sur mon Instagram, sur l'Instagram de Louis Villers aussi, pour voir en fait le rendu en images de ces programmes absolument merveilleux, que ce soit au Bangladesh, que ce soit à Baltimore. On vient de poster une vidéo qui raconte en fait ce projet extraordinaire avec les lavomatiques, mais que ce soit également en France, hein, notamment dans les hôtels sociaux, ou notamment, et ça c'était absolument passionnant, dans les gymnases réquisitionnés par la mairie de Paris dans le cadre du plan d'urgence hivernale. Absolument, absolument. Vous retrouverez les liens vers ces vidéos dans les commentaires du live pour celles et ceux qui nous suivent. Si vous voulez tout de suite après ce live justement vous plonger dans nos actions sur le terrain, n'hésitez pas. Et lui nous demande, nous dit, j'ai remarqué depuis le début de la crise un élan de générosité, une envie d'engagement de la part des Français. Comment faire pour que cette énergie perdure après la crise? Yael. Waouh. Comment faire? Comment faire? Je pense que c'est en créant les opportunités, en donnant à voir tout ce qui se fait, en continuant à parler, à rendre visibles les actions, en parlant de leur impact. Il ne faudra pas baisser la garde. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a trop d'initiatives. Et moi, je réponds, il y a beaucoup de besoins, donc il n'y a jamais assez d'initiatives. Il y a des pays où, évidemment, on pense aux États-Unis, mais il y en a d'autres,
où finalement il y a une mobilisation citoyenne beaucoup plus forte. Alors c'est historique, c'est des modèles de société différents. Ici on paye l'impôt, on peut toujours reparler de tout ça. Il ne s'agit pas de dire que l'État ne doit pas faire son travail. Il s'agit de dire qu'aujourd'hui la situation est critique. Il s'agit de dire que voilà, on est peut-être dans une phase de changement de paradigme et l'engagement citoyen n'est plus un luxe. Finalement, c'est un modèle de société qui change. Donc, je pense que c'est en parlant des besoins, en donnant à voir ce qui est fait concrètement, en parlant de l'impact, en rappelant que ça fait du bien de donner, en rappelant que c'est pas parce qu'on paye des impôts qu'on ne peut pas donner. Et surtout, je pense qu'il y a un point qui est important à souligner, c'est quand vous choisissez de donner à une organisation, comme vous l'avez fait, Augustin, en vous engageant là, c'est parce que vous, finalement, c'est comme un vote, parce que vous êtes en adéquation avec les valeurs que porte cette organisation. Donc, c'est aussi je pense que c'est aussi pour ça que dans la crise, il y a eu beaucoup de volonté de s'engager. C'est que c'est une façon d'être acteur et de ne pas subir, et être acteur pour des valeurs qui vous sont chères. Donc, je pense qu'une fois qu'on a qu'on sait qu'on peut être acteur, eh bien, on a envie d'y revenir. Et on peut être acteur, comme vous le disiez, de manière multiple. Il ne faut pas être forcément riche. Et puis, je pense, je disais en plaisantant, donner fait du bien, mais je pense que faire société, finalement, enfin, il y a un théoricien du don qui s'appelle Marcel Mauss qui voyait le don comme un fait social total. J'ai l'impression de faire de l'Augustin Trapenard quand je dis ça. Non, mais c'est un texte majeur. Mais je pense que c'est finalement en parlant aussi de la place du don dans la société qu'on peut préserver ce momentum et le pérenniser. Donc, et Marcel Mauss était très lucide sur ce qu'est le don. Il disait très clairement que dans toutes les sociétés, un don ne va pas sans contre-don. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'échange. Il rappelait que la notion première du don, c'est l'échange, c'est le partage, et qu'on y gagne toujours. Ouais. Et encore une fois, je veux vraiment déculpabiliser tout le monde. Un don, ça peut être aussi un clic, ça peut être aussi un tout petit peu, une minute de temps donné. Ça peut être une newsletter à laquelle on s'inscrit, ça peut être un partage, ça peut être 1 euro, ça peut être 2 euros, ça peut être une fiche qu'on remplit dans laquelle on dit, bah voilà, je suis graphiste, si vous voulez, j'ai 1 heure pour vous, pour faire quelque chose. Un don, c'est pas forcément énorme. Absolument, absolument. Et c'est vrai qu'à Bibliothèques sans frontières, on essaye de défendre ce plaidoyer pour reconnaître l'accès à l'information comme un droit fondamental. Et c'est un combat tellement large, un défi si colossal que nous n'y arriverons, je pense, que si on arrive à mobiliser l'ensemble de la société. Et donc c'est pour ça que nous avons besoin de vous, et que ce soit effectivement simplement en relayant nos informations, en nous soutenant sur les réseaux sociaux, en vous abonnant à nos newsletters, en vous connectant à ce live aujourd'hui. Tout ça, ce sont des dons extrêmement précieux. Bien sûr, alors on va pas se le cacher, comme n'importe quelle association, on a besoin aussi de soutien financier, d'autant plus qu'on est une association un petit peu particulière. Au-delà d'implémenter des actions sur le terrain, on essaye d'innover, de faire ce qu'on appelle de la recherche et du développement pour inventer les nouvelles façons d'apporter la connaissance sur le terrain. Par exemple, on travaille sur ce qu'on appelle l'Internet offline en ce moment, c'est-à-dire comment est-ce qu'on amène le potentiel d'Internet à la moitié de la population mondiale qui n'a pas accès à cette connexion. Donc tout ça, évidemment, ça demande des moyens qui ne sont pas toujours évidents à mobiliser. Donc tous les dons seront utilisés à cet escient également, mais vraiment votre temps, votre soutien, votre énergie sont aussi extrêmement précieux. Donc je tiens à remercier tous les donateurs, mais aussi tous les bénévoles de Bibliothèques sans frontières qui nous soutiennent au quotidien. Ouais, moi aussi. Hashtag vous êtes formidable. Absolument. Peut-être justement une question d'Anissa qui nous demandait faut-il être donateur mensuel ou donateur ponctuel? Il faut être donateur quotidien, Anissa. Mais rien qu'un don, pour nous, ça nous renvoie à notre humilité et on n'a qu'à dire merci.
et on peut être donateur mensuel si on en a les moyens. C'est formidable de pouvoir nous aider avec de l'argent pour toutes les raisons que tu disais, Mui Cheng. Mais rien qu'un euro, c'est formidable. C'est déjà un acte absolument formidable. Absolument. Alors, avec ma casquette de fundraiser et de professionnel de la collecte, évidemment, si on peut mensualiser son don, déjà, voilà, c'est fait une fois pour toutes. Ça peut être des petits montants par mois. Je ne sais pas quel est le premier niveau sur le prélèvement chez BSF, mais moi, je suis donatrice. Je vais devenir donatrice de BSF, vous m'avez convaincue. Je suis en prélèvement pour d'autres associations à 8 € par mois. Eh bien, c'est simple. Et ce qui est important, c'est qu'en période de crise, c'est vraiment un airbag très fort pour maintenir et préserver un revenu qui permet aux associations de continuer. Donc, si vous pouvez faire du don en prélèvement automatique, c'est voilà, mensuel, c'est vraiment super. Et Yael, pour répondre à votre question, le montant est libre chez Bibliothèques sans frontières. Donc, peu importe vos revenus, si vous voulez nous soutenir à travers un don ponctuel ou un don mensuel, c'est à vous de définir ce que vous êtes en capacité de nous donner. Donc, vraiment, tous les soutiens sont les très bienvenus. Peut-être une autre question, Yael, pour vous. Nous avons Laurent qui demande la façon dont on peut justement partager les initiatives, partager les témoignages durant ce Giving Tuesday Now. Alors, si vous allez sur le site de Giving Tuesday Now, le site Giving Tuesday FR ou Giving Tuesday Now, vous trouverez le site en français. Il y a déjà une carte mondiale sur laquelle vous pouvez épingler vos témoignages et vos histoires de dons. Ça peut être des choses dont vous avez été acteur, que vous avez fait vous-même, des choses dont vous avez été témoin. Vous pouvez relayer des initiatives d'associations comme BSF. Voilà. Mais l'idée, c'est donc de donner à voir, de rendre visible cette mobilisation. Ensuite, Augustin parlait du pouvoir de partager, de faire connaître. C'est avant tout un mouvement qui a pour but de faire émerger la visibilité de cette sphère de l'engagement et du monde associatif. Donc, c'est en utilisant sur les réseaux sociaux les hashtags, hashtag vous êtes formidable, hashtag Giving Tuesday Now, et en postant vos actions, en disant je suis bénévole, je suis donateur, j'adore cette association, BSF, vous êtes formidable. Et on peut aussi citer Clara Luciani, Romane Boringer, Pénélope Bagieux, qui ont des communautés énormes sur les réseaux sociaux. Donc, c'est aussi en essayant d'agréger ces communautés qu'on va rendre visible le mouvement. Et vraiment, l'objectif, c'est à la fois de démultiplier cette générosité, mais de mettre une loupe sur elle et de la faire émerger dans les médias et dans les réseaux sociaux. À travers les réseaux sociaux, on arrive à avoir les médias. Donc, voilà, c'est faisons mouvement à l'échelle mondiale en partageant ce qu'on fait. Et puis surtout, il ne faut pas hésiter à donner concrètement aussi. Merci infiniment Yael pour ces explications, pour ce beau plaidoyer. Yael, Augustin, merci à tous les deux d'avoir partagé votre engagement, votre soutien, vos actions. C'est nous qui te remercions, Mui Cheng. Il faut quand même rappeler que Mui Cheng est la directrice des contenus et de l'éducation de Bibliothèques sans frontières. C'est notre tête pensante, aux côtés de Jérémy Lachal, qui est le directeur, et de Patrick Veil, qu'on n'a pas cité, qui est le fondateur de Bibliothèques sans frontières et qui m'a beaucoup incité, moi, grand historien de l'immigration, à aller me rendre et pour soutenir cette association qui est si belle, si créative. Merci pour tout ce que vous faites. Je suis là, je suis avec vous et on est tous ensemble pour la soutenir. Et merci à elle pour cette journée qui s'avère importante. Merci à tous. Merci Augustin, merci Mui Cheng et bravo à BSF pour tout ce que vous faites.
Avec grand plaisir. Merci à vous. Bravo, Yael. Merci infiniment, Augustin. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Merci d'avance pour votre soutien, qu'ils prennent la forme de livres, de dons, de temps. Nous sommes ravis de nous engager à vos côtés et de partager ce combat avec vous. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Nous ne manquerons pas de relayer les initiatives de Giving Tuesday Now. Et surtout, nous reviendrons vers vous pour tous ceux qui nous ont fait un don avec ces fameux lots que vous allez pouvoir remporter. Merci infiniment à tous les deux. Et, merci. Au revoir. Très belle journée. Salut Moïse. Merci, bravo, merci Yael. C'était une joie. Merci Augustin, plaisir. Merci.